Dans les années 60 du XXe siècle, une nouvelle morale sexuelle a triomphé et gagné peu à peu en ampleur. On s'est élevé alors et depuis, contre toutes les formes de répression du désir, on a brisé les tabous, dénoncé les interdits, fustigé les peines à jouir. Mais de l'amour, il n'était guère question. L'amour était même le grand absent de cette révolution érotique, comme l'écrit Octavio Paz dans son essai « La flamme double ». Ce sentiment, qui continuait bien sûr de vivre sa vie, n'avait plus les faveurs des grands discours. Il sort aujourd'hui du purgatoire, comme en témoignent 2 ouvrages de philosophie, « Il n'y a pas d'amour parfait » de Francis Wolff et « Le pas gagné de l'amour » de Paul Audy. Même si l'on n'est pas né de la dernière pluie et qu'on n'ignore plus rien de la variabilité historique et culturelle des comportements humains, on attend du philosophe qu'il réponde vaillamment à la question « Qu'est-ce que ?» Risquons-nous donc à la définition, dans la grande tradition de la philosophia perennis, qu'est-ce que l'amour, Francis Wolff? Eh bien, je vous remercie de commencer par cette question massive. Elle m'intéresse tout particulièrement. Je crois en effet que le philosophe doit reprendre les questions les plus naïves de l'enfant, qu'est-ce que et pourquoi, avec une technique d'adulte, c'est-à-dire des concepts et des arguments. Et comme vous l'avez dit, il faut en effet dégager l'amour de toutes ces variantes historiques et culturelles. Il en reste néanmoins un noyau qu'il ne faut pas réduire à une essence qui serait éternelle, ahistorique. Peut-on définir, puisqu'une bonne définition permet d'expliquer les caractères les plus énigmatiques, d'enfermer une notion dans ses limites propres, peut-on éviter cet écueil, l'écueil de la généralité qui n'explique rien? Peut-on répondre à l'objection dite nominaliste, par exemple celle d'un Bergson disant « il y a autant de façons d'aimer et de haïr qu'il y a de personnes », j'ajouterais qu'il y a d'instants, qu'il y a de moments. Peut-on aller au-delà et proposer une définition de l'amour? C'est ce que je me suis efforcé de faire en m'interrogeant justement sur l'idée même de définition. Généralement, logiquement, une définition vous donne des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il y ait amour. Or, à chaque fois qu'on essaye de se livrer à cet exercice, on se heurte à des contre-exemples. Vous allez définir l'amour par le souci du bien de l'aimer, le désir d'œuvrer à son bonheur, mais vous avez des jaloux qui, bien que amoureux, visent au contraire au malheur de l'autre. Pensons à Othello, pensons à Bajazet, à Andromaque. Alors, il y a d'autres définitions possibles. On éprouve de la joie, généralement, en présence de l'aimé, mais là encore, il y a des contre-exemples. Pensons à ces couples qui ne peuvent plus se supporter et qui pourtant, ni avec toi, ni sans toi, qui a peur de Virginia Woolf. Donc, il y a le contre-exemple, il y a l'objection nominaliste. Alors, peut-on naviguer entre tous ces écueils? Je me suis efforcé de le faire en prenant une méthode qui apparemment était purement négative, c'est-à-dire qu'est-ce que l'amour n'est pas? Eh bien, l'amour n'est pas ou n'est pas seulement l'amitié. L'amour n'est pas ou n'est pas seulement la passion, parce qu'il y a des passions violentes, il y a des passions haineuses, il y a des passions jalouses. Et l'amitié, parfois, on n'est pas amis. Et puis nous verrons plus tard peut-être que beaucoup de choses opposent l'amitié et l'amour. L'amitié n'est pas le désir, parce qu'on peut désirer violemment sans amour. Il y a des viols qui sont une forme criminelle de désir, ou du moins d'accomplissement du désir. Donc, à partir de ces limites, qui sont comme autant de bornes qui fixent ce qu'est n'est pas l'amour, eh bien, on peut définir un triangle et dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce triangle. Eh bien, il y a ces 3 composantes. Il y a toujours, en proportion variable, ces 3 composantes qui vont du 0% au 80%, je ne sais pas, ça n'a pas de sens, mais en tout cas qui explique la variabilité des situations, la variabilité des amours, et même les amours que j'appelle défectifs, dans lesquels il manque une des 3 composantes. De telle sorte que, pour répondre à votre question, je vous dirais que je me suis risqué à proposer cette définition sur laquelle ensuite on pourra revenir, évidemment. L'amour est la fusion instable
en proportion variable d'au moins 2 des 3 tendances centrifuges, si je puis dire, c'est-à-dire qui n'en sont que les bornes, la tendance amicale, la tendance désirante et la tendance passionnelle. Alors, Francis Wolff, pourquoi dites-vous ce n'est pas l'essence de l'amour, mais le noyau substantiel? Après tout, vous nous définissez une essence, là. Alors, la raison pour laquelle je ne pense pas que ce soit une essence, est double. La première, c'est parce que je pense, je l'ai dit, qu'il y a autant d'amour qu'il y a de situations, et qu'à l'intérieur de ce triangle, ça bouge sans cesse. L'amour est une relation dynamique. Donc, on ne peut pas l'enfermer dans une essence fixe. Et la deuxième raison, c'est que lorsque vous avez une relation amoureuse, par exemple, entre 2 êtres, vous ne pouvez pas dire qu'a priori, il y a la même proportion des 3 composantes chez l'un ou chez l'autre. Et à chaque moment, ça change. Je dirais que ça n'est pas une essence, parce que de l'amour, il n'est que des histoires, et que l'amour, c'est précisément ce qui fait qu'il y a des histoires d'amour. Alors, Paul Audy, comment réagissez-vous à cette définition? Y reconnaissez-vous l'idée que vous vous faites et que vous développez dans votre livre de l'amour? Paul Audy. Oui, je m'y reconnais, et en même temps, j'aimerais peut-être dire quelque chose de plus que ces 3 bornes que vous fixez à l'amour, à savoir l'amitié, le désir et la passion. D'abord, j'aimerais réagir à la dernière formulation que vous avez prononcée, c'est celle de l'histoire d'amour. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas d'amour qui ne repose pas sur une histoire, sur une historicité, sur un mouvement, sur un devenir. Il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que j'ajouterai à la définition qu'en a donnée Francis Wolff, une dimension qui est celle sur laquelle moi-même je me suis penché dans mon ouvrage, c'est que en plus d'être une relation, en plus d'être un état, en plus d'être une disposition, l'amour est aussi un événement. C'est un événement qui arrive, et qui arrive à quelque chose. Alors toute la question est de savoir à quoi cet événement arrive. Qu'est-ce qu'il se produit là? Mon hypothèse, si vous voulez, dans le livre que j'ai écrit, c'est que l'amour est un événement qui arrive au désir. C'est le désir lui-même qui subit, à la faveur d'une rencontre particulière, qui est toujours une rencontre de hasard, un mouvement de modification et de transformation. Et c'est cette transformation-là qui est justement l'histoire ou l'historicité qui est à l'intérieur de l'amour. En fait, c'est une histoire du désir. Le désir devient quelque chose dans l'amour, et l'amour lui-même porte une histoire qui parfois l'amène à rencontrer son contraire. C'est dans ce sens-là que Francis Wolff a raison de dire que effectivement il y a des cas très différents de l'amour, mais l'amour justement inclut des facteurs qui ne peuvent pas s'analyser en termes amoureux, mais qui incluent d'autres passions. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas dire, puisque vous reconnaissez l'un et l'autre qu'il y a des histoires d'amour, que parfois les choses sont inversées, c'est-à-dire qu'on éprouve une très intense émotion amoureuse, et que celle-ci se transforme peu à peu, ou très vite, en désir sexuel? Est-ce qu'il n'y a pas des cas où l'amour, en quelque sorte, est préalable au désir, Paul Audy? Évidemment qu'il y a des cas où l'amour est préalable au désir, mais justement, je me suis interrogé sur le contraire. C'est-à-dire, lorsque c'est le désir lui-même qui fait naître l'amour, ou précisément pour une raison qui tient au fait que s'il n'y a pas d'amour sans désir, comme d'ailleurs le reconnaît Francis Wolff, il n'est pas sûr que le désir lui-même mène à l'amour. Or, il se trouve que parfois, le désir sexuel lui-même mène à l'amour, à cet événement considérable, comme je l'appelle, qu'est l'amour. Parce que justement, il y va de l'introduction d'un phénomène à l'intérieur du désir, c'est la considération. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Francis Alors, Wolff? je suis d'accord à condition qu'on ajoute oui, mais pas toujours. Oui, mais aussi parfois le contraire.
Un trajet en effet assez fréquent mène du désir, sous sa forme la plus romanesque. Le coup de foudre, par exemple, va jusqu'au passionnel, la monomanie, et parfois s'achève plus calmement dans l'amical ou dans presque l'amical, le couple installé. Mais il y a d'autres expériences possibles, d'autres aventures de l'amour possibles. Il y a des romances qui commencent en copinage, on est copain-copain, on passe très vite au sexe et puis ça devient progressivement une passion tourmentée. Donc sur la carte du tendre, tous les itinéraires sont possibles, on y entre et on y sort de façon accidentelle. Je ne décrirai pas romantiquement l'amour comme un événement. Ça peut l'être et ça peut ne pas l'être. Je voudrais quand même qu'on s'interroge sur la nature de cet événement, parce que vous dites ça peut l'être et ça ne peut pas l'être, mais en même temps, quand on devient amoureux, il se passe quelque chose. Vous dites c'est un événement qui arrive au désir. Je me demande aussi, Paul dit, si ce n'est pas également un événement qui arrive au sujet. Et dans notre ère individualiste, l'autonomie est la valeur suprême, et l'amour vient comme un cheveu sur la soupe. Soudain, le sujet est comme déchu de sa souveraineté. Je voudrais vous proposer ici une citation de Nathalie Sartoulajus. « L'expérience amoureuse est l'occasion unique pour le sujet de découvrir dans la dépendance la vérité de sa condition. » Ça rejoint ce que Francis Wolf vous dit de la passion, mais c'est un moment où tout d'un coup, l'aliénation devient positive. Peut-être que ça a à voir avec la considération dont vous parlez, mais je crois que c'est quand même le grand événement métaphysique de l'amour. Alors je dirais que l'événement métaphysique de l'amour, c'est justement qu'il a la capacité de nous débarrasser de la psychologie. Alors ça va paraître paradoxal, mais je crois que l'amour est véritablement ce qui destitue le moi, justement, de son enfermement psychologisant à l'intérieur d'une sphère de conscience, et qui fait que le moi, finalement, n'est pas le sujet de l'amour. Et c'est ça que l'on découvre. C'est-à-dire que, alors même que le désir cherche à trouver une assise qui est la sienne, et qui en fait un sujet, une subjectivité, eh bien, dans l'amour, justement, il se produit quelque chose, c'est que cette subjectivité comme telle est destituée. Elle est tellement destituée, si vous voulez, que on ne cesse de psychologiser, de repsychologiser l'amour. On ne cesse d'introduire l'amour dans le champ de la psychologie, de l'arrimer à un moi conscient de lui-même et pris dans des affres, justement, mais qui ne sont pas là par hasard, précisément parce qu'il ne s'y retrouve pas. L'amour, c'est précisément le moment où on ne s'y retrouve pas. Et c'est bien parce que l'amour destitue toute psychologie ou tout psychologisme que il est temps d'aborder l'amour en termes qui ne soient pas psychologiques. Absolument pas psychologiques. Francis Wolf. Alors, il y a en effet plusieurs événements, si on retient ce terme métaphysique, qui accompagnent l'état amoureux. Il y en a un que je comparerais à l'expérience de pensée qui est celle à laquelle le dualiste recourt pour montrer que le corps, je ne suis pas dans mon corps comme un pilote en son navire. C'est une citation bien connue qu'utilise Descartes pour montrer que je ne suis, en dépit du fait que je suis âme et corps, je suis l'unité substantielle de l'âme et du corps. Par exemple, lorsque j'ai la jambe blessée, c'est moi qui ai mal, ce n'est pas ma jambe, ce n'est pas mon corps. Je le sens en moi. Eh bien, cette expérience du monisme, je la fais dans l'expérience amoureuse. C'est la seule expérience, je crois, dans laquelle on peut sentir l'autre comme faisant une union de l'âme et du corps. Lorsque je pense à l'autre que j'aime, et que j'aime d'amour, non pas à l'ami. Lorsque je pense à l'ami, je pense aux paroles consolatrices qu'il m'a dites, je pense à l'opinion qu'il m'a donnée sur la décision que je devais prendre. Mais lorsque je pense à l'aimer, son âme et son corps ne font qu'un, au point que j'entends sa voix.
je l'entends comme un être incarné. L'expérience de l'amour, c'est l'expérience de l'unité de l'âme et du corps de l'autre, parce que le désir, par exemple, que j'ai, se transforme complètement sous l'effet de la tendresse amicale. Il ne fait plus qu'un, ce n'est plus le désir d'un corps, c'est le désir de l'autre comme tel. Alors, je voudrais vous proposer... Vous voulez répondre Oui, tout de suite, Paul Audy? j'aimerais juste répondre. C'est vrai que l'amour, justement, comme le dit très bien Francis Wolff, induit une expérience de la singularité de l'autre. Mais justement, l'amour peut-être va au-delà de cette prise en compte ou de cette reconnaissance de la singularité de l'autre, que l'on peut aborder en termes effectivement de fusion de l'âme et du corps. Je crois même que l'amour a une capacité créatrice qui est celle d'emmener la singularité vers l'unicité. On invente l'unicité de l'autre à partir de la reconnaissance de sa singularité. Et c'est peut-être ça qui marque une certaine spécificité de l'amour, c'est que nous avons besoin justement de tirer la singularité jusqu'à l'unicité, et l'amour est la seule expérience qui nous permette justement de tirer la singularité de l'autre jusqu'à son unicité. À ce point de notre discussion, je voudrais vous proposer une autre réflexion d'Octavio Paz, dans ce livre La Flamme double, dont j'ai parlé au début. Octavio Paz dit: l'amour est une transgression tant pour la tradition platonicienne que pour celle des chrétiens. Il transfère au corps les attributs de l'âme et celui-ci cesse d'être une prison. L'amant aime le corps comme s'il était une âme et l'âme comme si elle était un corps. L'amour mêle la terre au ciel, il est la grande subversion. Chaque fois que l'amant dit « je t'aime pour toujours », une expression qu'on retrouve dans votre livre, Paul Audy, il confère à une créature éphémère et changeante deux attributs divins, l'immortalité et l'immutabilité. La contradiction en vérité est tragique, la chair se corrompt, nos jours sont comptés, cependant nous aimons, et nous aimons avec le corps et avec l'âme, corps et âme. Francis Wolff. Eh bien, je vous remercie de cette citation d'Octavio Paz, dont je vous demanderai les références tout à l'heure, parce que je l'ignorais, et je suis heureux de me trouver d'accord avec ce grand écrivain sur ce point de l'unité de l'âme et du corps, qui, pour moi, n'est pas simplement la singularité. En effet, c'est une expérience unique dans laquelle, j'allais dire, l'expérience intime de l'union en l'autre de quelque chose que je ne peux sentir qu'en moi, c'est-à-dire cette unité même que je suis, c'est quelque chose en effet de rarissime, et je ne connais rien de comparable à l'amour qui puisse le donner. Mais je voudrais simplement remarquer que la définition que je propose tente de rendre compte de cela, c'est que n'étant ni désir ni amitié, mettant la fusion improbable, la fusion alchimiquement extrêmement difficile à concevoir du désirant et de l'amical, cela s'explique parce que sous l'effet de la relation à autrui, dans l'amitié, qui est une relation avec, je reprends un terme classique, avec un autre moi-même, le désir, qui est une relation avec un autre hors de moi, qui est une relation asymétrique et non nécessairement réciproque, change complètement de nature. Alors le désir cesse d'être une sorte de besoin impérieux, comme Paul Audy ne cesse de le rappeler en opposant très légitimement désir à besoin. Il peut se faire tendresse, il cesse d'être quelque chose de tyrannique qui fait que il m'échappe pour devenir quelque chose que je maîtrise d'autant moins que je m'identifie à ce qui en moi est pour un autre que moi. Alors justement, ce pour que vient de prononcer en le soulignant Francis Wolff est véritablement l'axe, le vecteur, l'indice principal de l'existence de l'amour. Alors il y a une définition traditionnelle de l'amour qu'on trouve chez Augustin notamment, qui est que aimer, c'est désirer une entité pour elle-même.
ce pour soi est véritablement la ligne de séparation, si vous voulez, entre un désir qui serait rabattu sur un besoin et même sur une volonté de satisfaire un besoin de possession, et l'amour, justement, qui est cette considération à la fois du pour et du soi. Et si l'on tient bien les deux bouts de ce syntagme pour lui-même, eh bien, on touche d'abord au lieu dans lequel l'amour se déploie, mais aussi au drame de l'amour. Parce que justement, aborder ce lui-même dans le pour lui-même, c'est ce qu'il y a de plus à la fois tragique et comique dans l'amour. Je voudrais que nous en restions à cette question du pour. Dans un entretien à Libération, vous avez dit, Paul Audy, l'amour espère annuler, ne serait-ce que l'espace d'un instant, le caractère fatal de notre séparation originelle. Et je trouve là un écho à ce qu'écrivait Bataille dans l'érotisme, où il parle de la passion des amants en disant qu'elle prolonge dans le domaine de la sympathie morale la fusion des corps entre eux. Son essence est la substitution d'une continuité merveilleuse entre deux êtres à leur discontinuité persistante. Est-ce à dire, et je pose la question à l'un et à l'autre, que l'apothéose de l'amour consiste pour vous dans la communion, dans la fusion de deux êtres? Eh bien, je vous répondrai très directement non. Je vous répondrai très directement non, parce que cette fusion, justement, d'abord, elle est impossible, mais je me méfie, si vous voulez, du caractère complémentaire du rapport de l'un à l'autre. Je préférerais, si vous voulez, en invoquant une formule de Lacan, je préfère le caractère supplémentaire et au caractère complémentaire parce que, en fait, il ne s'agit pas de combler un manque par la présence de l'autre. Il s'agit justement de faire en sorte que le manque qui est celui du désir se reconnaisse dans le désir d'un autre, donc dans un autre manque. Si vous voulez, ce serait paradoxalement la fusion de deux manques. Mais que veut dire la fusion de deux manques? C'est précisément rien de fusionnel. Alors ma réponse est aussi négative, mais pour d'autres raisons. D'abord, pour une raison que je dirais un peu déflationniste, nous faisons comme si l'amour était nécessairement réciproque. Il ne l'est non seulement pas nécessairement, mais il ne l'est pas essentiellement. Je veux dire par là que l'état amoureux est l'état d'un sujet qui est habité par un autre, et si il était par hypothèse réciproque, il n'y aurait pas d'histoire d'amour qui serait l'objet de tant de tragédie ou de tant de farce, pour reprendre l'expression de Paul Audy. Alors, en revanche, il y a une relation qui est privée d'une certaine manière de désir, mais qui est réciproque par définition, qui est l'amitié. Et l'amitié a ceci de particulier, si on la définit négativement, c'est en effet une relation à un autre qui normalement n'est pas habité par le désir, mais on peut la définir positivement par ces trois traits constitutifs qui sont au fond remarqués depuis Aristote. C'est le souci, le souci de l'autre pour lui-même. Le pour lui-même vient d'une définition de l'amitié, la joie à sa compagnie. Et même l'autre moi-même, qui est une expression forgée par Aristote pour analyser le terme de l'amitié. Alors ce qu'il y a de stable dans l'amitié fait qu'il est peu objet d'histoire et qu'il est objet en revanche d'une éthique, c'est-à-dire que l'ami c'est celui qu'on ne trahit pas. Alors que l'amour, je suis désolé de le rappeler, c'est celui à qui on peut toujours être infidèle. Oui, mais restons-en à l'amour réciproque une seconde, Francis Wolff. Est-ce que l'amour réciproque lui-même a pour horizon, pour finalité ultime, pour accomplissement, la fusion de deux êtres?
Alors, cette Francis Wolff. définition qui en effet appartient à la tradition mystique de la fusion et qui repose sur une métaphore bien connue, puisque faire l'amour, c'est une sorte de fusion des corps, sans métaphore. La fusion des êtres serait leur réalisation, leur fusion mystique serait la fusion de leurs âmes aussi bien ou de leur personne tout entière. Alors, peut-être cela demeure un état idéal, peut-être que c'est ce qui habite l'amoureux au moment même où il cesse d'être rongé par l'inquiétude, suis-je aimé autant que j'aime, suis-je aimé de la même façon que j'aime, lorsqu'il répond ou il croit répondre par oui à ces trois questions, il a le sentiment en effet d'une communion mystique avec l'autre. Alors justement, moi, ce terme de communion, ce terme de fusion, un peu comme vous, Paul Audy, me gêne. Je citerai ici Lévinas. Le pathétique de l'amour consiste dans la dualité insurmontable des êtres. La relation de l'homme à l'autre, dit-il ailleurs, est meilleure comme différence que comme unité. La socialité est meilleure que la fusion. La valeur même de l'amour est l'impossibilité de réduire l'autre à moi-même, de coïncider dans la similitude. Et il me semble aussi que même l'amour qui dure, l'amour qui franchit victorieusement l'épreuve du temps, ce n'est pas l'amour fusionnel de deux êtres complémentaires dont le couple forme une sorte d'unité compacte. C'est le miracle d'un émerveillement continu. Et l'émerveillement, c'est justement tout autre chose que la fusion. C'est cet autre qui reste autre et qui vous échappe, qui vous surprend, et en dépit même de l'intimité. C'est le prodige d'une habitude sans lassitude. Paul Audy. Oui, j'abonde effectivement dans votre sens, mais en même temps, j'aimerais dire que il n'y a pas de fusion, c'est parce que il y a un troisième terme qui entre en jeu. Ce n'est pas simplement l'un et l'autre, mais c'est l'un et l'autre amenés à comparaître devant un troisième terme. C'est pour ça que je préfère parler de comparution des deux, mais devant quelque chose. Alors devant quoi les deux comparaissent? Ils ne se font pas tellement face, au sens où il n'y a que dans une sorte de colloque mystérieux et secret qui justement en appellerait à des métaphores du type fusion ou complémentarité. Mais justement, il y a une troisième dimension face à laquelle les deux comparaissent. Alors, cette troisième dimension, dans l'histoire de la pensée occidentale, ce troisième terme a été diversement nommé. Bon. Mais je pense qu'un des termes fondamentaux qu'il faut convoquer justement dans cet effet de comparution des deux face à quelque chose, c'est le temps. Le temps joue un rôle fondamental dans justement la manière de signifier l'amour au-delà de l'amitié. Ce temps est un temps très particulier. C'est un temps qu'on a tendance justement à détemporaliser, si vous voulez. On le pense en termes d'éternité. Et cette éternité-là, dans l'amour, elle est très particulière parce qu'elle n'a rien à voir avec une sorte de présent constant. C'est une éternité que j'appelle de développement. C'est-à-dire que c'est une sorte de réquisition des deux par rapport à l'événement qui leur est arrivé. Et la fidélité joue un tout autre rôle. Il ne s'agit pas d'être fidèle à l'autre, et je suis d'accord avec Francis Wolff pour dire que si c'est ça, l'amour est condamné à une forme de trahison perpétuelle. Mais il y a une fidélité par rapport à l'événement lui-même. Ça n'a rien à voir avec la fidélité par rapport à l'autre. C'est essentiellement par rapport à ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé au désir. Et donc, ce pour toujours, auquel j'accorde une très grande importance, vient du fait que le pour toujours ne se comprend que comme fidélité à l'événement lui-même et pas tellement à l'autre. Et en même temps, ce pour toujours, il est presque inclus dans la formule je t'aime. Dire je t'aime, et c'est pour ça qu'on ne le dit pas facilement, parce qu'on bascule dans quelque chose, c'est dire je t'aimerai. C'est une promesse.
une promesse, malgré tout, de conserver l'amour dans le temps. Et là, on est obligé d'aborder des questions éthiques. Fidélité à l'événement, mais si cette promesse n'est pas tenue, qu'est-ce que cela signifie ? Kierkegaard dit, la tâche est de conserver l'amour dans le temps. Si la chose est impossible, l'amour lui-même est une impossibilité. Alors que répondre à cela, Francis Wolff? Alors, je réponds en reprenant votre remarque très juste sur le « je t'aime ». Le présent du « je t'aime » est un présent extraordinaire de richesse. D'abord, c'est un indicatif qui est pas simplement descriptif. Il est aussi performatif. C'est-à-dire, il indique le fait que je le dis. Il n'est pas simple, il est l'acte de dire plus encore que le fait qu'il ait dit lui-même. Ce n'est pas comme si je disais « tiens, je suis fatigué, tiens, je t'aime », quelque chose qui décrirait mon état. C'est quelque chose qui est déclaratif et donc qui a une dimension performative. Mais ça, c'est sur le plan de son mode d'énonciation. Mais sur le plan de son temps, c'est une temporalité qui à la fois dit ce qui est présent pour l'éternité sans que ce présent puisse effectivement engager l'éternité. C'est-à-dire, lorsqu'on aime présentement, on aime nécessairement pour toujours, même si ce pour toujours est inclus nécessairement dans la force de ce présent et ne peut jamais le dépasser. Tel est le drame de l'amour. Et c'est pour ça que vous dites qu'il n'y a pas d'amour parfait. Non, ce n'est pas la raison pour laquelle je dis il n'y a pas d'amour parfait, qu'il ne faut surtout pas confondre avec la formule du poète « il n'y a pas d'amoureux ». Il n'y a pas d'amour parfait parce que ces tendances internes le tirent toujours à U et à Dia. Et que les composantes dont je parlais tout à l'heure n'ont pas la même logique. Sa tendance désirante contredit parfois sa tendance amicale, sa tendance passionnelle qui elle-même est contradictoire parce que dans la tendance passionnelle, je suis à la fois partagé moi-même parce que je me sens aliéné et je me sens au contraire en un sens libéré par ce que m'apporte l'autre et par l'exaltation dans laquelle je me trouve. Donc ces tendances internes le tirent à Uadia, de là le fait, nous y revenons, qu'il a des histoires, qu'il est une histoire et qu'il est toujours instable. C'est son instabilité qui le rend imparfait et son imperfection vient de l'extraordinaire richesse de ses composantes qui ne composent jamais entre elles. C'est comme si elles ne s'aimaient pas elles-mêmes. Paul-Ody. Alors je vais répondre directement à votre question. Vous avez prononcé le mot impossible et vous l'avez tiré d'une citation de Kierkegaard. Eh bien, en demandant est-ce que l'amour est impossible, je vous dirais, il est essentiellement impossible. Il est fondamentalement impossible. Et pourtant, il est réel. C'est cette contradiction, si vous voulez, logique, qui est en fait une non-contradiction existentielle. Tout porte à croire que les conditions qui doivent être réunies pour que l'amour existe l'entraînent du côté d'une impossibilité fondamentale. Et pourtant, justement, l'amour existe. Tout le monde en fait l'expérience. Tout le monde sait que l'amour s'inscrit dans le réel. Et c'est ce rapport entre l'impossible et le fait d'être pourtant là qui fait que l'amour est toujours de l'ordre du miraculeux. Selon la très belle définition de Georges Bataille, est miraculeux ce qui est impossible et pourtant là. Impossible et pourtant là. Et il arrive aussi que l'amour franchisse victorieusement l'épreuve de la durée. J'ai ces très beaux vers de Bérénice. Depuis 5 ans entiers, chaque jour je le vois et crois toujours le voir pour la première fois. Alors 5 ans c'est déjà long et après tout ça peut durer plus longtemps encore. Mais ça ne va plus durer 24 heures dans la pièce, c'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais en même temps, on sait que pour elle, ça pourrait durer toujours. Puisque invitus, invitam, dimisit. Mais bon. Parce qu'elle-même est prise dans cette illusion, si vous voulez, c'est une forme d'illusion transcendantale qui est de penser que le pour toujours est un toujours. C'est-à-dire, c'est ça qui traverse le sentiment amoureux, c'est que justement,
comme il est assigné à un pour toujours, ce pour toujours lui-même est interprété psychologiquement en termes de toujours et de durée. Alors que, comme l'a dit Francis Wolff, ce pour toujours est une sorte d'échappée verticale qui permet de ne pas tenir compte de la durée, mais d'un présent tout à fait particulier qui est celui dans lequel s'inscrit l'événement amoureux. Et en même temps, la durée, c'est quand même une des grandes questions de l'amour. Alors, je parlais de cet émerveillement inépuisable, mais vous avez une expression qui m'a arrêté, Paul Audy, et j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous entendez par là, et que Francis Wolff aussi réponde. Vous parlez d'un amour de l'amour. Hein, alors, voilà. Et alors moi, je me dis que quand on n'aime pas l'amour, on aime l'être aimé. Et qu'il y a une différence fondamentale, me semble-t-il. On aime l'être aimé, on a la chance de rencontrer cet être, mais l'amour de l'amour, c'est déjà autre chose. Peut-être que dans l'amour de l'amour, on s'aime amoureux, on se regarde aimer. C'est un peu d'ailleurs ce que décrit Kundera dans l'immortalité quand il parle de la correspondance entre Bettina von Arnim et Goethe. Elle l'inonde de lettres d'amour dans lesquelles elle ne parle jamais de lui, où elle ne pose aucune question, mais elle lui parle seulement de son amour. Elle se regarde aimer. Elle se regarde dans le miroir de l'amour. Donc voilà pourquoi. Je pense que ce n'est pas ce que vous voulez dire. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous entendiez par l'amour de l'amour? Je me souviens très très bien de ces pages de Kundera, et ce n'est pas du tout dans ce sens-là. J'imagine. D'ailleurs, c'est une expression qui apparaît très peu, je crois, dans le livre. Elle apparaît peut-être une fois, ou deux. Mais il s'agit essentiellement d'une disposition à l'événement de l'amour. C'est-à-dire, il faut se disposer à cet événement pour qu'on le reconnaisse comme un événement qui advient au désir. C'est très important. C'est-à-dire que cette disposition, elle est un réquisite fondamental d'ailleurs de tout rapport à l'événement. Et si l'on considère qu'il se passe quelque chose, il se produit quelque chose, il faut que l'on se mette dans la disposition de le reconnaître comme tel. Voilà ce que je voulais dire par amour de l'amour. D'accord. Francis Wolff, vous avez quelque chose Alors, il y a deux choses. D'abord, je trouve qu'en effet, même s'il emploie peu, Paul Audy emploie peu cette expression est assez significative de ce livre dans lequel, visiblement, il aime l'amour. C'est une sorte d'éloge, d'ode philosophique à l'amour, et c'est peut-être ce qui différencie nos propos. Non pas que je n'aime pas l'amour, ou que ce livre n'est pas en faveur de l'amour. J'ai cherché une autre distance, une distance qui soit infiniment plus neutre. Je trouve que le propos du philosophe qui s'interroge sur l'amour n'est pas le même, ne doit pas être le même que celui de l'écrivain, du poète, et qu'il faut trouver la bonne distance. Et la bonne distance est toujours très difficile sur un sujet aussi, par définition, passionnel. De trop loin nous mènerait au cynisme. On nous la fait pas, hein. L'amour c'est fini, aujourd'hui c'est les sex friends, c'est Facebook, etc. De trop près non plus ne me conviendrait pas, en tout cas à moi. De trop près, il y a pour moi une certaine complaisance dans le fait d'être au plus près de l'amour et d'en faire nécessairement l'éloge. Et donc il y a une distance qui est celle de la neutralité du concept, qui n'est peut-être pas exaltante, mais qui peut expliquer ce qu'il y a d'exaltant dans l'amour, et qui peut, en quelque sorte, en parvenant à décomposer sa chimie singulière, expliquer, éclairer et non seulement 1000 histoires d'amour, mais la nôtre propre à chaque instant. Paul Audy. Alors, puisque cette neutralité est contestée dans mon livre, je le reconnais. Effectivement, ce livre n'est pas neutre. Mais il n'est pas neutre, pas pour des raisons sentimentales. C'est très très important. Il est neutre mais il n'est pas neutre parce que si l'on tient compte, si vous voulez, de ce qui s'est produit en philosophie, nous en sommes arrivés à, justement, soit une
profession de cynisme. On nous la fait pas sur l'amour. Nous, les philosophes, nous savons très bien ce que c'est et nous n'allons pas être dupes de cette affaire. Ou bien on va verser dans un sentimentalisme exacerbé qui ne mène à rien et qui surtout ne rend pas compte de la vérité de l'amour. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de parler de la positivité absolue de l'amour en termes ni sentimentaux ni psychologiques. Et au fond, je me suis dit, j'aimerais que le lecteur sorte de ce livre en se disant, mais il y a peut-être une sorte d'excès dans cette revendication d'une positivité pour que justement l'ombre portée de l'amour apparaisse au lecteur, mais en dehors du livre. Alors, c'est un pari. Et il y a des philosophes aussi qui ne versent ni dans la sentimentalité, ni dans le réductionnisme. L'amour, c'est autre chose que l'amour. C'est la libido, c'est le désir. Il y a des philosophes qui ont une vision éthique de l'amour. Et j'imagine que vous ne serez pas tout à fait d'accord, Francis Wolff. J'ai cité Lévinas, et je voudrais vous soumettre maintenant une réflexion de Jankélévitch dans son traité des vertus, justement, où il dit ceci: il est moral d'aimer quel que soit l'aimé, et je ne suis pas sûr qu'il a raison, parce que le choix compte, et même si l'aimé n'est pas aimable, c'est-à-dire ne mérite pas l'affection que nous lui portons, car l'amour, s'il est sincère et passionné, a une valeur catégorique et justifie à lui seul les aberrations les plus singulières de l'amant. Une fois au moins dans sa médiocre vie, l'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, aura connu la grâce de vivre pour un autre, pour une femme. Aussi se rappelle-t-il avec une reconnaissance infinie cette courte saison de sa jeunesse où il fut, comme tous les amoureux, vrai, naturel et désintéressé, où pendant quelques semaines au moins, il cessa d'aimer l'argent, oublia de revendiquer ses droits et d'obéir à la galerie, se révéla modeste et spontané, n'eut d'autres soucis en ces jours bénis que le bonheur de quelqu'un, d'autres plaisirs que les plaisirs d'un autre, etc., etc. Que pensez-vous de cette définition éthique de l'amour? J'imagine qu'elle vous laisse assez réservé. Elle me laisse en effet très réservé, pour deux raisons. Une raison singulière qui tient à l'idée propre à ce texte, une idée plus générale d'éthique de l'amour. L'idée singulière selon laquelle un être est forcément métamorphosé vers le bien parce qu'il est amoureux me laisse sceptique. L'état amoureux est un état d'exaltation profuse qui change en effet la vision du monde de celui qui est, qui fait qu'il voit brusquement la vie avec une dimension supplémentaire, comme s'il passait du noir et blanc à la couleur, comme s'il passait d'une vision plate à une vision en 3 dimensions, donc une espèce de 4e dimension. Et cet état amoureux qui en effet s'accompagne de joie et d'inquiétude pour l'amoureux peut aussi le mener aux actes les plus insensés, les plus contradictoires et les moins moraux. Il ne faut jamais oublier que l'amour peut tuer, que l'amour peut mener au suicide et que l'état amoureux, en dépit de cet état d'exaltation profuse, est pas forcément positif. Ce n'est faire preuve d'aucun cynisme de le rappeler. Deuxièmement, qu'il y ait une éthique de l'amour, eh bien c'est ce que je ne crois pas. C'est un des thèmes que j'aborde au passage. Il y a une éthique de l'amitié, en ce sens que toute amitié étant par définition une relation réciproque. Je dis, même sur Facebook, vous ne pouvez être ami que de qui se déclare votre ami. Vous ne pouvez pas vous dire l'ami de quelqu'un s'il n'est pas votre ami. Donc il y a une essence réciproque qui fait que c'est une relation. Et cette relation, elle a une éthique en tant que relation. L'amour, il est souvent, heureusement, réciproque, même si c'est parfois sur des malentendus ou sur des formes d'asymétrie, mais il n'est pas essentiellement une relation. Il est essentiellement une forme de relation à l'autre et non pas de relation réciproque. Par conséquent, cesse-t-on d'aimer qu'on n'est pas tenu de continuer d'aimer? Ce serait contradictoire.
par conséquent, je suis tenu à l'éthique qui me relie à l'ami, je suis tenu à l'éthique d'une certaine relation qui constitue le nous que j'envisage avec quelqu'un si je nous considère comme un nous, c'est-à-dire comme un couple, comme une communauté, je suis tenu à cette relation éthique qui me lie à mais pas en tant que j'aime. Paul Audy, parlez-vous de la considération dans l'amour. Alors, est-ce que ça a à voir avec l'éthique, justement? Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas d'éthique qui vient se surajouter à l'amour, comme si il fallait créer un pendant à l'amour, mais l'amour lui-même est traversé par une dimension que l'on peut appeler éthique dès lors que justement il se définit en termes de vouloir le bien de l'autre. Donc l'amour est concerné intrinsèquement par la question. Alors effectivement, on peut le ramener à la définition de l'amitié, mais en même temps, ce n'est pas une stricte définition de l'amitié, puisqu'elle rentre dans la composition de la carte du tendre. Donc, en fait, si vous voulez, il y a une dimension éthique propre à l'amour qui se creuse, qui s'intensifie par la considération. Mais, pour répondre à votre question par rapport au texte de Jankélévitch, oui. Je dirais que j'ai écouté ce texte-là en me disant que c'était un exemple parfait de ce qu'on appelait tout à l'heure l'amour de l'amour. C'est-à-dire que je crois que Jankélévitch est davantage pris dans l'amour de l'amour au sens que vous définissiez, vous, mais par rapport auquel je me différenciais, c'est un texte sur l'amour de l'amour essentiellement, où en fait il est assez peu question justement d'amour, tellement il y a une abstraction générale de l'état amoureux qui en fait simplement une composante morale. Oui, c'est-à-dire c'est le fait de s'oublier pour un autre qui arrête Jankélévitch, qui attire son attention et qui le célèbre ici. Mais en effet, il y a quelque chose comme un amour de l'amour. Mais je voudrais maintenant parler un peu de l'amitié, justement, d'une de ces composantes de l'amour. Parce que, réfléchissant à la lecture de votre livre, je me suis dit que peut-être l'amitié elle-même, dans ce qu'elle a de singulier, peut avoir, si vous voulez, une tonalité amoureuse. C'est-à-dire que l'amitié, sans aucun caractère sexuel, peut faire battre le cœur, peut être très exclusive, très ombrageuse, c'est ce que dit Chamfort. L'amitié extrême et délicate est blessée du repli d'une rose. Donc, après tout, on peut aussi s'interroger sur la part amoureuse de l'amitié, en laissant de côté, justement, le caractère libidinal. Ça peut être une amitié l'amitié en tant que telle peut faire battre le cœur. Francis Wolff. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée, d'autant que, comme je l'écris et tente de le justifier avec force, la trahison d'un ami est la pire des trahisons. On peut pardonner à l'aimé infidèle, on ne peut pas pardonner à l'ami qui vous trahit. Précisément parce que la non-trahison était incluse dans le pacte implicite de l'amitié qui est « je suis ton ami, tu es mon ami ». Et parce que, je le répète, elle est essentiellement réciproque. Je pense en effet que l'amitié est à la fois la relation sociale la plus miraculeuse et la relation affective la plus nécessairement réciproque. Mais n'y a-t-il pas aussi alors un pacte implicite dans l'amour qui devient explicite avec l'union officielle, avec le mariage? Donc l'amour aussi devient un pacte à ce moment-là, et rompre ce pacte, ce peut être extrêmement douloureux et vécu comme une trahison. Mais tout à fait. Je dis qu'il y a dans l'amour 3 types de pactes à ne pas confondre. Il y a le pacte de la composante amicale, qui celui-ci est, lorsque c'est le cas général, il y a une composante amicale dans la relation d'amour, qui celui-ci montre que l'infidélité de l'aimé est une trahison de cette amitié. Il y a d'autre part le pacte juridique ou parfois religieux qui, dans beaucoup de sociétés,
aboutit à quelque chose comme un mariage qui n'est pas simplement un régulateur de la sexualité, mais qui dans nos sociétés est aussi le signe social d'un couple qui se déclare leur amour. Et bien sûr, là, il y a ce pacte qui est comme une frontière à ne pas franchir. Mais où est l'amour là-dedans? Il est un peu dans les deux pactes. Mais y a-t-il un pacte de l'amour en tant qu'amour, qui ne soit ni celui de l'ami qui est inclus dedans, ni celui qui est dans le mariage, l'union sanctifiée? Je dis non. Car ce serait confondre, pour reprendre l'expression de Paul Audy, le pour toujours avec le toujours. Paul Audy, vous serez d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. J'aimerais un jour peut-être qu'on parle davantage du rapport à l'amitié, parce que c'est effectivement extrêmement complexe et subtil. Vous avez raison de poser la question, parce qu'on est face à une énigme parfois où le passionnel de l'amitié laisse penser qu'il s'agit peut-être de quelque chose qui relève de l'amour. Mais ce passionnel est très particulier. Et dans le livre de Francis Wolff, il rattache l'amitié à la formule l'autre soi. Bon, et cet autre soi, justement, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que lorsque l'autre soi trahit, on est en quelque sorte pris au piège d'une absentification du soi lui-même. Et donc, cette trahison, elle est vécue avec une extrême violence. En revanche, dans l'amitié, le caractère passionnel vient aussi du fait que si l'autre est l'autre soi, eh bien, l'ami vit très souvent complémentairement ce que lui-même ne peut pas vivre dans ses amis. Il s'attache justement à ses amis par tout ce qu'il leur apporte de complémentaire, et cette complémentarité, justement, elle n'est pas de l'ordre de l'amour. Parce que, comme on l'a dit, l'amour est plus une supplémentarité qu'une complémentarité. Bien, nous terminons sur cette définition. Effectivement, une émission sur l'amitié pourrait avoir lieu, car c'est un très beau sujet également, et nous n'avons fait que l'aborder à la fin de notre conversation. Merci beaucoup.